OK. Donc, ce qu'on appelle des courbes, c'est la représentation d'un paramètre mesuré par le ventilateur, pression ou débit, en fonction du temps. Donc, l'axe des X, c'est toujours le temps. On peut aussi afficher la courbe de volume, mais ça n'a pas un grand intérêt parce que les ventilateurs ne mesurent pas des volumes, ils mesurent des débits. Donc, ce que je veux dire, c'est que la courbe de volume est recalculée à partir de la courbe de débit. Du coup, il n'y a pas d'information supplémentaire. Alors, comme vous le savez très bien, la pression, elle, eh bien, elle augmente pendant la phase inspiratoire. Et pendant cette phase inspiratoire, le débit est positif, c'est-à-dire que le débit est au-dessus de la ligne du zéro. Ça représente l'inspiration ou l'insufflation du ventilateur. Et à l'inverse, à l'expiration, la pression rebaisse au niveau du masque et le débit sur la courbe devient négatif, c'est-à-dire qu'un patient expire, exhale, eh bien on a un débit qui est en dessous de la courbe de zéro. Donc c'est comme ça qu'on repère très facilement l'inspiration de l'expiration. Alors, on a dit que la courbe de volume n'est pas très intéressante, mais par contre, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est toujours d'afficher la courbe de fuite, que ce soit la fuite totale ou la fuite non intentionnelle, puisque un certain nombre d'événements vont être aggravés par des fuites. Donc, il faut toujours regarder est-ce qu'il y a des fuites. Et puis, un truc que j'aime beaucoup chez certains fabricants, on a en haut où il y a un code couleur pour nous informer quel cycle est contrôlé et quel cycle est déclenché par le patient. Ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, ici, vous avez un code couleur. Jaune, ça veut dire que ce cycle est contrôlé. Donc, c'est la fréquence de sécurité. Vert, ça veut dire qu'il est déclenché par le patient. Donc, suivant les fabricants, il y a des codes couleurs différents. Mais à mon avis, c'est très utile quand on interprète les courbes. Alors, quelle échelle de temps on va utiliser quand on regarde les courbes? Eh bien, pour être relativement efficace et un peu systématique, je vous propose d'abord de regarder la nuit entière. La nuit entière, ça va permettre simplement de repérer les fuites tout au long de la nuit et de voir est-ce qu'il y a eu beaucoup de fuites, est-ce que quelle période de la nuit je vais interpréter, etc. Et bien sûr, si c'est la synchronisation qui nous intéresse, on va plutôt choisir une nuit où il n'y avait pas trop de fuites, parce que sinon, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit spécialement bonne. Ensuite, on peut zoomer sur une échelle de 5 minutes, qui est une échelle assez appropriée pour voir les variations de débit qui sont représentées par les obstructions des voies aériennes supérieures. Et puis, pour ce qui est de l'analyse un peu plus fine, eh bien, il va falloir se mettre sur une échelle de 1 minute. Et là, ça va permettre de voir à peu près du cycle à cycle pour voir la mécanique et la synchronisation. Alors, on peut se mettre aussi sur une échelle de 30 secondes, mais ça va nous obliger à balayer 2 fois plus de pages. C'est pour ça qu'une minute, ça me semble pas mal. Donc, l'objectif de lire les courbes, c'est d'avoir des informations précises sur la qualité de la ventilation, soit en direct quand on fait une mise en route, par exemple. Il y a un certain nombre de ventilateurs qui nous proposent des courbes à l'écran et ça peut nous aider, mais le plus souvent rétrospectivement, c'est-à-dire on va analyser les courbes des nuits passées pour savoir ce qui se passe la nuit. C'est gratuit, c'est totalement non invasif, hein, donc c'est relativement simple. Tous les ventilateurs ont une capacité de mémorisation avec les courbes. Généralement, le transfert se fait par câble, par carte, de plus en plus sur un cloud, mais peu importe. Ça nécessite un logiciel que les fabricants nous mettent à disposition, qui est gratuit. Et finalement, le problème n'est pas technique, c'est plutôt un problème de formation, parce que ce n'est pas inné de savoir lire ces courbes, donc il faut un peu faire cette gymnastique au départ. Alors, un petit sondage pour pas qu'on s'endorme. À quoi ça va nous servir d'interpréter les courbes de pression et de débit? Ça va nous permettre d'évaluer la mécanique respiratoire, de voir s'il persiste de l'hypoventilation alvéolaire, de distinguer les obstructions avec et sans effort, donc les obstructions des voies aériennes supérieures, d'évaluer la synchronisation ou de vérifier le bon fonctionnement du ventilateur. Plusieurs réponses possibles. Qu'est-ce que vous en pensez?
OK. Donc, effectivement, tout le monde a bien saisi que les deux intérêts principaux de la lecture des courbes, c'est d'évaluer la mécanique respiratoire et d'évaluer la synchronisation patient-ventilateur. Pour la persistance d'hypoventilation alvéolaire, ce n'est pas tellement sur les courbes, on va plutôt le suspecter sur une oxymétrie et le confirmer sur une capnographie. Distinguer les obstructions avec ou sans effort, non. Il va falloir rajouter justement un index d'effort que sont par exemple les sangles. Et vérifier le bon fonctionnement du ventilateur, ce n'est pas l'objet. Les ventilateurs, on assume qu'ils fonctionnent bien, ce qui est le cas. Donc, ce n'est pas tellement l'objectif. Donc, voilà, l'objectif principal, c'est d'évaluer la mécanique et la synchronisation. Et la limite, c'est qu'on n'a pas de signal direct de l'effort du patient. Donc, pour savoir si les obstructions sont associées ou pas à un effort, il va falloir creuser un petit peu plus. Alors, dans le mode ST, qui est le mode qu'on utilise de façon préférentielle, on a la courbe de pression en haut et la courbe de débit en bas, avec un débit positif à l'inspiration, négatif à l'expiration. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? Sur la courbe de pression, ben, on voit la PE qu'on a réglée, par exemple, 4 cm d'eau ici. La PI qu'on a réglée, par exemple, 20 cm d'eau ici. Et entre la PE et la PI, la vitesse avec laquelle on passe de l'un à l'autre, c'est la pente. Et ça, c'est ce qu'on a réglé aussi. Donc, finalement, sur la courbe de pression, on voit nos réglages. On voit que le ventilateur fait exactement ce qu'on lui a demandé. Et donc, quand on utilise ce mode, qui est un mode de pression, eh bien, ce qui est plus intéressant de regarder, c'est la courbe de débit, puisque c'est sur la courbe de débit que les informations concernant le patient vont apparaître. Alors, la première information qu'on peut voir, c'est l'effort du patient, l'effort pour déclencher le cycle. Cette petite augmentation, ce changement sur la courbe de débit témoigne du début de l'effort du patient. Et puis, on va voir à quel moment le débit s'arrête. Ça, c'est notre trigger expiratoire, le cyclage qu'on aura réglé. Et puis, on a toute la partie de débit expiratoire qui est calculée, mais qui est très intéressante puisque l'expiration est normalement passive. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'on va avoir un grand nombre d'informations. Donc, pour se résumer, quand on regarde la courbe de pression et la courbe de débit, la courbe de pression nous informe sur le ventilateur et nous montre nos réglages, donc ce n'est pas tellement intéressant. Et la courbe de débit, par contre, nous renseigne sur le patient, et donc notre regard va surtout se focaliser sur la courbe de débit. Et c'est pour ça, vous verrez, quand on fait les cas cliniques, moi j'aime bien mettre la courbe de débit au milieu de l'écran, parce que c'est vraiment là que notre regard se porte. Alors, sans entrer trop dans les détails, il faut bien imaginer que les signaux qu'on voit, ces courbes-là, ce n'est pas quelque chose qui est mesuré. Si je considère mon patient, donc son ventilateur, son circuit, son masque, vous savez très bien que tout ce qui est mesuré au niveau du ventilateur. C'est-à-dire que le ventilateur va mesurer la pression juste avant la sortie et le débit de sortie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la pression dans le masque, le débit pris par le patient et éventuellement le débit de la fuite. Donc, vous voyez qu'à partir de ce qu'il mesure, le ventilateur va calculer et nous présenter ces informations-là. Alors, pour la pression, comment ça se passe? C'est relativement simple. La pression dans le masque qui nous affiche est égale à la pression en sortie de ventilateur moins la perte de charge, c'est-à-dire la perte liée à la résistance du circuit. Donc, le ventilateur connaît la résistance du circuit, connaît le débit, et donc soustrait, si je puis dire, la perte de charge. C'est pour ça que sur la plupart des ventilateurs, on nous demande de paramétrer quel type de circuit on utilise, parce que ça permet au ventilateur de connaître la résistance du circuit, et donc de s'assurer pour que la pression qu'on a demandée soit effectivement la pression au niveau du masque. Pour ce qui est du débit, le ventilateur mesure le débit total, c'est-à-dire le débit qui sort du ventilateur, et à partir de là, va nous calculer le débit patient et le débit de fuite. Si je regarde ce qui sort du ventilateur, eh bien, ça va se répartir en deux parties. Le débit qui est pris par le patient, qui est inspiré par le patient, et le débit qui part dans la fuite, que ce soit la fuite intentionnelle ou non intentionnelle.
Donc, la plupart des fabricants nous affichent le débit patient, qui est la courbe recalculée du débit total, et le débit de fuite. Et récemment, il y a un fabricant qui maintenant nous affiche tout. Donc, pour ceux qui sont plus à l'aise ou qui veulent voir maintenant à quoi ressemble le débit total, vous avez la possibilité d'afficher ce débit total. Alors, on va essentiellement parler de la courbe de débit patient, donc, parce que c'est ce que nous affichent la plupart des fabricants. Donc, débit patient, c'est ce qui est censé être inspiré et expiré par le patient une fois qu'on a enlevé les fuites intentionnelles et non intentionnelles. Donc, si je regarde la forme, l'inspiration du débit, vous voyez que la forme du débit inspiratoire a une forme un peu triangulaire, avec un débit qui est maximal en tout début d'inspiration, et puis qui diminue au fur et à mesure de l'inspiration, jusqu'au moment où on atteint le cyclage, et donc on passe à l'expiration. Donc cette forme triangulaire, vous la retrouverez toujours. Pourquoi est-ce qu'on a une forme de débit triangulaire? Eh bien, parce que ça dépend du gradient de pression. Ce qui génère un débit, c'est le gradient de pression entre le masque, la bouche, et les alvéoles du patient. Donc, ici, on est en tout début d'inspiration. J'ai réglé une PE à 4, une PI à 20, par exemple. J'ai donc 20 dans le masque, 4 dans les alvéoles. J'ai un gros gradient de pression entre les deux, donc j'ai un gros débit. Au fur et à mesure que le poumon va se remplir avec du gaz, la pression va monter dans les alvéoles, donc progressivement 4, 5, 6, etc. Et donc le gradient entre le masque et l'alvéole va diminuer, et c'est pour ça que le débit va diminuer. C'est pour ça que vous avez toujours une forme de débit comme ça, verticale. Alors ce pic de débit inspiratoire, il dépend de quoi? Eh bien, il dépend de la différence de pression entre le masque et les alvéoles, c'est-à-dire que si par exemple je mets une PI à 22, eh bien j'aurai encore plus de débit inspiratoire. Mais si à l'inverse, mon patient fait un effort inspiratoire qui abaisse la pression dans les alvéoles, ça va aussi augmenter le débit inspiratoire. Et ce débit inspiratoire va être amorti, si je puis dire, ou ralenti, si on a une PEP intrinsèque ou si on a des résistances élevées au niveau du système ou une compliance diminuée. Tout ça, ça va amortir le truc. Alors, en quoi c'est intéressant? Eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de regarder la dynamique de remplissage du poumon, à quelle vitesse le poumon se remplit, donc la chute du débit. Et cette chute du débit va nous renseigner sur la mécanique inspiratoire du patient. Donc, si je considère qu'une chute de débit normale, ça c'est un cas normal, vous voyez ici, chez ce patient-là, la chute du débit est plus rapide ou plus verticale. Ça témoigne d'un patient qui est restrictif, c'est-à-dire qui a une compliance diminuée. Pourquoi? Parce qu'un patient qui a une compliance diminuée, quand on lui met la pression dans le masque, il va remplir son poumon très rapidement avec un petit volume. Et donc, ça va se manifester par un débit comme ça qui est très vertical. Et je dirais que plus il est vertical, plus la chute est verticale, plus le patient est restrictif. Et à l'opposé, si vous avez une chute de débit qui est très progressive, donc plus horizontale, si je puis dire, ça veut dire qu'il y a des résistances augmentées, et donc on est plutôt dans le cadre d'une maladie obstructive. Donc vous voyez que quand on n'est pas tout à fait certain de la mécanique de notre patient, de regarder cette chute de débit, ça va nous informer. La courbe de débit expiratoire, maintenant on va regarder la partie négative de la courbe de débit. Eh bien, finalement, c'est à peu près la même chose en miroir. On commence avec un débit expiratoire important. Le maximum de l'expiration a lieu en début d'expiration, et puis le débit diminue, le débit expiratoire diminue et revient à la ligne de base. Donc, une fois qu'on est revenu à la ligne de base, ça veut dire qu'on a expiré tout ce qu'on avait inspiré, et donc on est revenu à notre niveau de CRF. Donc, le phénomène, c'est exactement la même chose, mais en sens inverse. Pourquoi est-ce qu'on a un débit important au début d'expiration? Parce qu'on a un gros gradient de pression entre l'alvéole et la bouche. Maintenant, la pression est supérieure au niveau des alvéoles puisqu'on est en fin d'inspiration.
et elle est basse au niveau du masque, elle est au niveau de la PE. Donc, on a un gros gradient en début d'expiration qui explique un gros débit. Et puis, au fur et à mesure que le poumon se vide, eh bien, la pression diminue dans les alvéoles, donc le gradient diminue, jusqu'au moment où la pression dans l'alvéole va rejoindre la pression dans le masque, la PE. Il y a la même pression entre les deux, donc il n'y a plus de débit, et on rejoint la ligne de zéro. Donc, c'est la même chose qu'à l'inspiration, mais en sens inverse. Et donc, le pic de débit expiratoire, de la même façon, va dépendre du gradient de pression. C'est-à-dire que si j'utilise une PI plus élevée à l'inspiration, et bien à l'expiration, j'aurai une pression plus élevée dans les alvéoles, donc j'aurai une expiration plus forte, si je puis dire. Si mon patient accompagne l'expiration d'un effort musculaire expiratoire, ça va aussi augmenter le pic de débit. Ça va dépendre de la PE. Si la PE est plus élevée, ben, le gradient de pression sera moindre. Et l'expiration va être favorisée par une compliance basse. Vous savez que la compliance est le moteur de l'expiration. Donc, si la compliance est basse, ben, l'expiration va être favorisée. Et au contraire, l'expiration va être freinée par les résistances. BPCO a du mal à expirer du fait de ces résistances. Et de la même façon, on peut regarder la vitesse sur la courbe de débit, donc expiratoire ce coup-ci. On peut regarder la vitesse avec laquelle le poumon se vidange, entre guillemets, donc la modification ou la cinétique du débit expiratoire. Ici, si on a un patient qui est comme ça, on considère comme normal, vous voyez que le restrictif, lui, il vidange plus vite. C'est-à-dire que le débit remonte beaucoup plus rapidement vers la ligne de débit de zéro. Donc ça, c'est une expiration courte et rapide qui témoigne d'une diminution de la compliance d'un patient restrictif. Et à l'inverse, un patient obstructif, lui, va avoir une expiration prolongée, comme ça, qui témoigne de l'augmentation de ses résistances bronchiques. Donc voilà comment on peut apprécier la mécanique respiratoire quand on n'est pas sûr de notre coup, en regardant simplement la vitesse, le débit inspiratoire et le débit expiratoire. Et puis, à l'extrême, si on a un patient obstructif, eh bien, on voit qu'il met du temps à expirer et que le débit expiratoire ne revient même pas à la ligne de zéro. La ligne de zéro, elle est juste au-dessus. Eh bien, ça témoigne de l'hyperinflation dynamique. Donc, c'est le cas des patients BPCO sévères, mais c'est extrêmement fréquent, c'est-à-dire tous les BPCO qu'on est amené à mutiler, généralement, ont ce phénomène. Alors, juste un petit rappel, quelle mécanique pour quel patient? Donc, on va se le faire sous forme de sondage, qu'on parle bien de la même chose. Donc, les patients BPCO ont une mécanique inspiratoire obstructive. Les patients neuromusculaires ont une mécanique inspiratoire restrictive. Les patients BPCO peuvent avoir une mécanique inspiratoire restrictive. Les patients qui ont un overlap syndrome, donc BPCO et SAOS, ont une mécanique expiratoire mixte. Et les patients BPCO ont une mécanique expiratoire obstructive. Donc, plusieurs réponses possibles. OK. Donc, les patients BPC ont une mécanique inspiratoire obstructive, oui, la plupart du temps. Les neuromusculaires, ce sont bien des restrictifs, tout le monde est d'accord. Les patients BPCO peuvent avoir une mécanique inspiratoire restrictive, c'est vrai. Je vais vous montrer un cas juste après. Les patients overlap syndrome, ben oui, généralement, c'est des patients qui sont mixtes. Donc, ils ont une mécanique expiratoire mixte, ça veut dire qu'ils ressemblent à un patient normal.
et les BPCO, une mécanique expiratoire obstructive, ça de façon certaine. Donc, on est tous en phase. Donc, juste une particularité, parce que vous la verrez souvent, hein, quand vous avez un patient BPCO typique, si je regarde l'expiration, je vois bien que c'est un patient BPCO, il met du temps à expirer et il ne rejoint pas la ligne de zéro. Donc, il y a bien un phénomène d'hyperinflation dynamique, donc c'est un BPCO de façon certaine. Mais je regarde sa courbe inspiratoire et je suis surpris de voir qu'elle est extrêmement verticale. Et ça, c'est tout à fait possible, hein, c'est même relativement fréquent. Les BPCO qui ont une hyperinflation dynamique importante, eh bien, à l'inspiration, ils sont limités par leur paroi thoracique, hein, qui n'est plus dans cette zone où la paroi thoracique augmente à l'inspiration, et donc ça leur donne une mécanique inspiratoire restrictive. Donc vous allez me dire, ouais, en quoi c'est intéressant? Ben, c'est intéressant parce que ces patients-là, ils vont généralement être contents ou vous réclamer un cyclage plutôt tardif, un cyclage de restrictif, bien que ce soit des obstructifs. Donc on a assez fréquemment des mécaniques asymétriques. Alors, deuxième intérêt des courbes, c'est de voir les asynchronies. Donc, juste un petit rappel dans les asynchronies, il y a 3 asynchronies au niveau du déclenchement de l'inspiration, que sont le délai de déclenchement, les efforts non récompensés et l'autodéclenchement. Il y a aussi 3 asynchronies au cyclage, que sont le cyclage prématuré, le double déclenchement et le cyclage retardé. Et puis, il existe 2 asynchronies en cours de cycle, qui sont des asynchronies en débit, alors que les premières, c'était des asynchronies dans le temps. Soit le débit est insuffisant, soit il est trop important. Donc, je vous propose qu'on voit à quoi ça ressemble sur les courbes. La première chose, c'est l'effort de déclenchement ou le délai de déclenchement. Comment on va voir ça? Eh bien, si vous avez un patient, donc un délai de déclenchement, c'est un patient qui a un délai important entre le début de son effort et le ventilateur. Donc, ce que j'appelle important, c'est au moins 100 millisecondes. Au-dessus de 100 millisecondes, le patient est conscient que ça met du temps à arriver, si je puis dire. Donc, comment on va le voir? Eh bien, on voit que quand la pression diminue, c'est que le patient fait son effort. Et quand le débit augmente, ici, c'est que le patient initie son effort. Donc, si on voit que ça dure longtemps et que c'est profond, ça veut dire que le patient fait un effort important pour déclencher son ventilateur. Alors, si on le voit sur un cycle, ce n'est pas grave, mais si on le voit sur tous les cycles, ça peut vouloir dire que notre trigger inspiratoire n'est pas assez sensible ou, et c'est souvent le cas, que notre patient a une PEP intrinsèque qui est mal compensée par la PE, et le fait d'augmenter la PE d'un point, ça va soulager son effort inspiratoire. Donc, il sera plus confortable. Deuxième asynchronie au déclenchement, c'est l'effort non récompensé. C'est la même chose que précédemment, sauf que précédemment, il y avait un délai, mais il arrivait à déclencher son ventilateur. Maintenant, il fait un effort inspiratoire qui ne déclenche pas le ventilateur. C'est une asynchronie extrêmement fréquente, en particulier chez les BPCO. Et donc, comment on va le voir? Eh bien, on va voir notre courbe de débit normale. Et au cours de l'expiration, en deuxième partie d'expiration, eh bien, le patient, il a envie d'inspirer, il a envie de déclencher le cycle suivant, mais il n'y arrive pas. Et donc, il relâche ses muscles. Donc, on voit ici un effort non récompensé. Et puis, il va réessayer un peu plus tard et là, il va y arriver. Et donc, vous voyez, par exemple, sur cette courbe-là, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 efforts, mais qui n'a que 4 cycles. Donc, il y a des efforts non récompensés. On peut le voir aussi sur la courbe de pression par une petite cupule vers le bas, ou concave vers le haut, disons, mais on le voit beaucoup mieux sur la courbe de débit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on a des efforts non récompensés? C'est exactement la même solution que le délai de déclenchement. C'est que notre trigger inspiratoire n'est pas assez sensible ou, le plus souvent, qu'il y a une PEP intrinsèque qui est mal compensée par la PE. Donc, on va monter la PE. Et puis, la dernière fois, vous vous rappelez, on avait parlé du syndrome de déventilation, des patients BPCO, pas toujours, mais parfois BPCO, qui ont une dyspnée matinale quand ils enlèvent leur masque, et qu'on a un syndrome de déventilation et des efforts non récompensés, probablement qu'il faut baisser la PI, ça veut dire qu'on est en train qu'on utilise une PI un peu trop élevée.
Troisième asynchronie au déclenchement, l'autodéclenchement. L'autodéclenchement, c'est un cycle ventilatoire qui se déclenche sans effort du patient. Donc, ça part tout seul. Et ce n'est pas sur la fréquence de sécurité, c'est généralement, ça part tout seul parce qu'il y a une petite fuite ou parce qu'il y a un peu de condensation dans le circuit. Comment on va le voir? Eh bien, au sein des cycles normaux, on va avoir tout d'un coup un cycle qui n'arrive pas au bon moment, si je puis dire, on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si tôt, et qui est très court en termes de durée, il est très court, il monte jusqu'à la pression normale, parce que ça, c'est ce que fait le ventilateur à chaque fois qu'un cycle se déclenche, mais par contre, si on regarde le débit, eh bien, on va avoir un débit qui sera avorté, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose, le patient ne prend pas un volume important parce que le patient, lui, il est en train d'expirer, donc il lutte, il ne se laisse pas faire et c'est extrêmement inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on voit beaucoup d'autodéclenchement? Il faut vérifier est-ce qu'il y a des fuites non intentionnelles qui peuvent être la cause de l'autodéclenchement. Donc, on va changer, on va maîtriser les fuites. Et si ce n'est pas le cas, c'est que le trigger inspiratoire est trop sensible. Donc, on va diminuer la sensibilité du trigger inspiratoire. Les asynchronies au cyclage, à la fin de l'inspiration, qu'est-ce qui peut se passer? Un cyclage prématuré. Cyclage prématuré, ça veut dire que ça coupe trop tôt. Le ventilateur s'arrête trop tôt, le patient est toujours en train de faire un effort. Comment on voit ça sur les courbes? Eh bien, on va voir que le cycle est plus court que le cycle normal, je puis dire. Donc, il s'arrête de façon prématurée. Et surtout, on va regarder le débit expiratoire qui normalement est pointu comme ça. Et bien là, il est complètement amputé. Donc, on a un pic de débit expiratoire qui n'est pas aussi important que la normale, parce que le patient est toujours en train d'inspirer. Et on a cette petite bosse là, ce petit truc là-dessus qui témoigne que le patient, lui, il aimerait bien que ça se prolonge jusqu'ici. Donc, il est toujours en train de faire son effort inspiratoire jusqu'ici. Et en fait, il relâche ses muscles inspiratoires ici et il retrouve une expiration normale. Vous avez un autre exemple ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un cyclage prématuré? Eh bien, il faut qu'on rallonge le trigger expiratoire, qu'on permette à l'insufflation d'être un peu plus longue. Et si c'est le Tmax qui nous limite, eh bien, qu'on rallonge le Tmax. Donc, ça, c'est une cause d'inconfort important. Deuxième asynchronie, le double déclenchement. Le double déclenchement, c'est 2 cycles du ventilateur avec un seul effort inspiratoire. Le patient il fait un effort et il reçoit 2 cycles. Donc, c'est bien à distinguer de l'autodéclenchement qui est un cycle qui n'arrive pas au bon moment. Là, c'est un effort du patient. Alors, pourquoi est-ce qu'on a du double déclenchement? Eh c'est le même problème que précédemment. Regardez ce patient-là. Ce patient, il a un cyclage prématuré sévère. Donc, ça veut dire que le premier cycle s'arrête trop tôt et que là, il manque tellement d'air qu'il est capable, sur le même effort, de déclencher un deuxième cycle. Donc, le patient il a un effort inspiratoire relativement important. Le premier cycle s'arrête trop tôt et hop, il en déclenche un deuxième. Donc, c'est le même phénomène, mais à un degré de gravité plus important. Mais cyclage prématuré et double déclenchement, c'est exactement le même phénomène. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va corriger notre double déclenchement? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut diminuer la sensibilité du trigger inspiratoire, allonger le trigger expiratoire, allonger la pente, augmenter la PE ou allonger le Tmax? Plusieurs réponses possibles. OK, donc voilà, vous avez bien compris que c'était un problème de cyclage précoce, donc c'est la même solution que précédemment. On va allonger le trigger expiratoire et allonger le Tmax. C'est ça qui nous limite, c'est ça qui va permettre de régler le double déclenchement. Donc, même solution que précédemment.
Et l'inverse, ça s'appelle un cyclage retardé. Le cyclage retardé, c'est le ventilateur qui souffle trop longtemps par rapport à l'effort du patient. Donc, le patient aimerait bien que ça s'arrête plus tôt. Comment on va voir ça sur les courbes? Eh bien, on va voir sur la courbe de pression. La courbe de pression normale, elle est carrée, si je puis dire. Eh bien là, en fin d'insufflation, on a un pic de pression qui témoigne que le patient lutte contre son ventilateur, qu'il a envie d'expirer alors que le ventilateur lui souffle toujours dessus. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. Hein. C'est une cause de non-tolérance de la DNI. On voit sur la courbe de débit qu'à partir du moment où le patient initie un effort expiratoire actif, on a le débit là, qui chute comme ça. Donc là, la solution, c'est l'inverse de précédemment, c'est qu'il faut raccourcir le trigger expiratoire et raccourcir le TI. Les deux asynchronies sur le débit, qu'est-ce qui se passe? Le débit est trop important, on appelle ça un overshoot. Hein, on utilise le terme anglais d'overshoot. Comment on voit ça? Eh bien, on va voir sur la courbe de pression. Alors là, c'est inversé, la courbe de pression, elle est en bas. On voit un petit pic en tout début d'insufflation, un petit pic de pression, c'est-à-dire que le ventilateur dépasse un petit peu son objectif. Et on voit un petit pic aussi sur la courbe de débit. Hein, vous voyez ce pic-là, normalement, c'est triangulaire, il n'y a pas de pic comme ça. Ça veut dire que ça souffle trop fort. Alors, si vous le voyez que sur la courbe de pression, ce n'est pas grave et probablement qu'il n'y a rien à faire. Si par contre, vous le voyez sur la courbe de débit, ça veut dire que ça souffle franchement trop fort et que probablement c'est inconfortable pour le patient. Donc, on aura tendance à essayer de le corriger. Et comment on va le corriger? On va diminuer la pente. Le fait de diminuer la pente ou de rallonger la pente, qu'elle soit moins rapide, va corriger l'overshoot. Après, on peut aussi diminuer l'API. Hein. Si on a une PI très élevée, ça peut aussi régler le problème. Et l'inverse, c'est un débit qui est insuffisant. Si on a un débit qui est insuffisant, si le ventilateur ne fournit pas assez de débit pour le patient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on aura le patient qui va se servir, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il va inspirer pendant toute la phase d'insufflation et la courbe de débit va être complètement déformée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une courbe de débit triangulaire, qui est finalement ce qu'on voit d'habitude quand c'est le ventilateur qui impose le débit, là c'est le patient qui va faire la courbe de débit et on aura une courbe de débit en cloche comme ça. Donc ça veut dire que le patient ne reçoit pas assez d'air et qu'il essaye de se servir. Donc c'est pas bon. Hein. Si on l'a une fois dans la nuit, c'est pas grave, hein, ça peut être un soupir. Mais si on l'a tout le temps, c'est que le patient n'a pas assez d'aide inspiratoire. Donc il faut pas augmenter l'API. Donc pour se résumer, il y a 8 asynchronies et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Donc ça paraît un peu beaucoup au départ, mais finalement c'est comme les ECG. Au début on galère, puis finalement c'est toujours les mêmes signes qui apparaissent sur les ECG. Sur la courbe de pression inspiratoire, on va avoir le double déclenchement quand on voit deux cycles rapprochés. On va voir l'overshoot quand on voit un pic de pression en début d'inspiration qui témoigne que la pente est trop rapide. On va avoir un cyclage retardé quand on voit le pic de pression sur la fin de l'insufflation. Sur la courbe de pression expiratoire, on ne voit pas grand-chose. Hein. C'est une partie qui n'est pas très informative. On peut voir les efforts non récompensés avec la petite cupule, mais on les verra mieux sur la courbe de débit. Sur la courbe de débit inspiratoire, on verra l'overshoot quand on aura un pic de débit. On verra un effort musculaire quand on aura une forme cloche, là, comme ça, que le patient fait un effort. Et finalement, le maximum d'informations se situe au niveau de la courbe de débit expiratoire, où on va voir la mécanique du patient en fonction de la vitesse avec laquelle le débit rejoint la ligne du zéro. On verra le cyclage prématuré si le pic de débit maximum est amputé. On verra des efforts non récompensés si on voit les petites bosses en deuxième partie d'expiration et l'hyperinflation dynamique si ça ne revient pas à zéro. Donc, en pratique, il ne s'agit pas de regarder cycle à cycle la nuit. Hein, ça n'a aucun intérêt et ça nous prendrait une journée. On va balayer notre nuit et ça prend entre 5 et 10 minutes. On va considérer que les asynchronies fréquentes, celles qui reviennent très fréquemment dans la nuit. Et je dirais qu'on considère une asynchronie quand elle survient dans plus de 10% des cycles, c'est-à-dire un cycle tous les 10 cycles. Donc, comme on utilise une page de 1 minute,
Si vous voyez une asynchronie qui se reproduit à chaque page, il va falloir probablement essayer de la corriger. Si maintenant, vous voyez une asynchronie qui survient de temps en temps dans la nuit, je pense qu'il n'y a pas lieu de la corriger. Et puis, on va toujours confronter ça au confort du patient. Si le patient va très bien, qu'il se plaint absolument de rien, bon, ben, il n'y a pas forcément lieu de la corriger. Mais si le patient a du mal à s'endormir avec sa VNI et qu'on voit qu'il y a l'autodéclenchement, ben forcément, on va essayer de la corriger. Donc, l'analyse des courbes du ventilateur permet d'apprécier les principaux éléments de la synchronisation, d'évaluer les fuites, d'évaluer la mécanique ventilatoire, et ça va nous permettre d'ajuster l'interface ou les réglages.